Alors l'industrie de défense française, c'est une des premières industries de défense dans le monde. C'est une industrie qui est présente sur l'ensemble du secteur, c'est-à-dire qu'on produit à la fois des matériels terrestres, des matériels pour la marine, et puis naturellement des avions de chasse, des hélicoptères. C'est aussi une industrie qui est très puissante par je dirais, sa diversité, puisqu'on a à la fois des grands groupes internationaux, binationaux, type EADS, des grands groupes nationaux comme Dassault, et puis des PME, soit exportatrices directement, soit sous-traitantes. Et l'ensemble de ce secteur, ça représente quand même 165 000 emplois, autant d'emplois indirects, et un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Alors je dirais que la part de l'industrie de défense dans la croissance française, elle est essentielle. C'est une industrie qui, d'abord, a un très très grand intérêt pour la croissance française, c'est qu'elle est souvent basée sur de la haute technologie, de la recherche et développement. Donc c'est une industrie qui va tirer l'ensemble des autres secteurs par ses innovations et par ses découvertes. C'est aussi une industrie qui est peu délocalisée, donc très présente dans le paysage français, en particulier en matière d'emploi. Et enfin, c'est une industrie qui contribue par son solde exportateur à rééquilibrer notre déficit commercial. Vous savez qu'on a un déficit d'environ 50-60 milliards d'euros chaque année, qui s'est beaucoup creusé ces dernières années. L'industrie de défense, au contraire, est exportatrice nette et équilibre la balance commerciale chaque année par ces plusieurs milliers d'euros d'exportation. Alors, c'est une industrie effectivement très particulière. L'industrie de défense est par nature liée à la souveraineté des États. Et donc bien souvent, en tout cas dans le cas de la France, ils ont souhaité développer des capacités nationales. De sorte que l'industrie française a comme premier client l'État français. On disait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut compter que les 2 tiers de ce chiffre d'affaires sont réalisés par la vente à l'État français. Donc c'est aussi une industrie, et c'est peut-être aussi un des problèmes, qui est très dépendante de la commande publique et qui va avoir tendance à développer des stratégies de séduction de ce client particulier plutôt que de l'ensemble des clients qui seraient susceptibles d'acheter ces produits. Vous avez des pays comme la France qui ont une logique historique d'arsenal, c'est-à-dire que l'industrie française, elle était d'abord très dominée par l'État dans le capital de ces industries, et c'était une industrie dont le but, l'objet, était de fournir aux armées françaises les matériels dont elles avaient besoin, et ceci afin de garantir l'indépendance de la France. Alors certains États sont un petit peu sur ce modèle, on pense aux États-Unis, l'essentiel des matériels achetés par l'industrie américaine sont produits aux États-Unis. Vous avez d'autres pays, des pays notamment ce qu'on appelle les pays acheteurs, les pays d'Asie, d'Amérique latine, qui n'ont pas la capacité ou n'ont pas eu la capacité de développer une industrie nationale et qui donc sont devenus des importateurs nets de produits de défense. Alors, on peut toujours parler de perspective. La perspective, c'est l'avenir. Ce qui est certain, c'est que la défense européenne aujourd'hui n'a pas de réalité. Vous avez en Europe 2 types de défense. Vous avez des défenses nationales qui ont été construites dans un but de défendre la souveraineté, de chaque État. Et puis vous avez depuis 1949 l'OTAN qui s'est constituée comme un ensemble supranational, créant une sorte de dépendance de l'Europe aux capacités militaires américaines. Alors dans ce contexte, dans les années 90, avec le sommet de Saint-Malo en 98, vous avez eu une tentative de créer une défense européenne. Force est de constater aujourd'hui, en particulier on le voit en Libye, que c'est un projet qui n'a pas abouti à des résultats concrets. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas le relancer, mais peut-être sur une base davantage binationale que sur un ensemble multinational, concurrent de l'OTAN et que ne souhaitent pas la plupart des pays européens. La France et l'Angleterre partagent de nombreux points communs. Ce sont les premiers budgets de défense militaire européens, ce sont les premiers budgets de recherche et développement européens, ce sont des pays qui projettent hors d'Europe leurs capacités militaires. Nous sommes impliqués dans de nombreuses opérations, notamment en Libye. Et puis nous avons enfin avec les Anglais une caractéristique commune, c'est que l'arme nucléaire est dans nos forces et elle contribue évidemment à notre statut international. Donc de ce point de vue-là, le rapprochement avec le Royaume-Uni, qui a été entamé
l'an dernier par le traité de Lancaster House en novembre 2010 est extrêmement important, y compris pour les industries de défense. Alors effectivement, l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de cette industrie de défense, c'est que, comme je l'ai dit, elle est très dépendante des commandes publiques, et ces commandes publiques, du fait de nos difficultés budgétaires, risquent de se tarir à l'avenir. Je rappelle pour mémoire que le budget militaire de la France, le budget du ministère de la Défense, c'est un peu plus de 30 milliards d'euros. Un tiers de ce budget est consacré aux achats d'armement, donc essentiellement à l'industrie française. Et dans le contexte de très grandes difficultés budgétaires dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est probable que des efforts seront demandés à cette industrie. Alors de ce point de vue-là, on peut se demander comment va-t-elle réagir. Bon, je crois qu'il est indispensable, il y a plusieurs solutions, mais il est indispensable de songer à des restructurations de cette industrie. En effet, lorsqu'on regarde l'industrie française, on se rend compte qu'un certain nombre de secteurs sont, comprennent plusieurs industries, plusieurs entreprises qui sont un peu concurrentes et au fond sur les mêmes créneaux. Donc il ne serait pas illogique, on peut penser au secteur terrestre par exemple, de fédérer un certain nombre de groupes et donc de les restructurer. Ces restructurations, je rebondis sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, sont aussi envisagées dans un cadre européen. Et de ce point de vue-là, le traité de Lancaster House, qui organise entre la France et le Royaume-Uni une coopération, par exemple dans le secteur des missiles, est à prolonger, peut-être dans des secteurs où nous sommes peu présents aujourd'hui, comme celui des drones. Dans le cas des drones, c'est un peu un cas d'école parce qu'il s'agit d'une arme donc, nouvelle, donc des avions sans pilote, au départ utilisés pour surveiller, et puis maintenant qui ont toutes sortes d'usages, y compris des tirs, des drones armés. C'est un secteur où nous étions et nous sommes encore très peu présents, parce que l'armée française, au départ, n'a pas pensé à commander ce type de matériel. Les industriels français ne l'ont pas prévu. Et nous avons en quelque sorte un peu manqué l'explosion de ce secteur. Aujourd'hui, les drones sont extrêmement utilisés. Il y en a plusieurs milliers dans l'armée américaine. Ils sont très utilisés également ailleurs. Pour ce qui est de l'armée française, elle est quand même plutôt mal dotée. On a quelques drones, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Ce sont les Harfang de ADS en Afghanistan. Et ce ne sont pas des drones armés, ce ne sont pas non plus des drones qui ont la capacité que peuvent offrir leurs concurrents américains. Donc, ce qui est très important, c'est de se replacer sur ce marché-là, qui va probablement continuer sa croissance. Vous savez qu'on se demande si à l'horizon de 20-30 ans, il y aura encore des avions de chasse pilotés. Donc si les drones ont vocation à remplacer ce type de matériel, il faut absolument que nous soyons présents. Et de ce point de vue-là, il faut consacrer les moyens nécessaires en recherche et développement à rattraper notre retard et à développer une offre française ou européenne sur ce type de matériel. Alors, disons qu'à côté de la commande publique et des restructurations qui seront inévitables, il est évident que la croissance, elle doit se trouver à l'export. Aujourd'hui, bon an, mal an, l'industrie française, un tiers de ses commandes sont passées à l'exportation. Alors vous savez que c'est une histoire un petit peu de déclin et de renouveau. Dans les années 1980, la France était un des premiers exportateur mondial, puis son industrie a connu un lent déclin, et au début des années 2000, on était autour de 4-5 milliards d'euros par an de commandes, un chiffre décevant, et qui a d'autant plus déçu que nous n'avons pas réussi à vendre notre matériel vedette, le Rafale, un avion de chasse Rafale au Maroc en 2007. Alors le Maroc, c'était pourtant un marché sur lequel l'influence de la France était importante. D'où la volonté des pouvoirs publics de relancer l'exportation. Et de fait, depuis 2007, l'exportation est repartie à la hausse. Nous avons conquis de nouveaux marchés, notamment le Brésil. Et nous avons réussi en 2009 à remonter notre niveau d'exportation jusqu'autour de 8 milliards. Le problème, c'est que depuis, la crise économique est passée par là. Et nous n'avons toujours pas vendu le Rafale. Donc c'est très important parce qu'en termes de volume, ce sont des matériels très chers et qui entraînent, si vous voulez, l'exportation.
Donc tout l'enjeu, c'est justement d'essayer de le vendre à l'avenir. De ce point de vue-là, peut-être la Libye va être un facteur favorable, une sorte de démonstration grandeur nature des capacités de cet avion. Et puis peut-être aussi la restructuration de l'industrie, l'offre de matériel nouveau, mieux adapté aux besoins du client, et du client mondial, pas seulement du client français, des matériels robustes, simples, pas nécessairement tous produits en France. Eh bien peut-être cette voie-là va-t-elle permettre de relancer le secteur des exportations.